Jusqu'à présent, nous avons vu comment les tests pharmacogénétiques peuvent être utiles, mais dans cet exposé, nous allons explorer un mystère. Pourquoi tant d'essais cliniques de ces tests échouent-ils? Il y a quelques années, l'American Psychiatric Association a chargé un groupe d'experts d'évaluer les tests pharmacogénétiques. En 2022, le président de ce comité, Charles Nemeroff, a déclaré lors d'une réunion de l'APA « Il n'existe aucune preuve que les tests pharmacogénétiques commerciaux puissent améliorer les soins aux patients ». Ironiquement, il a fait cette déclaration alors qu'il recevait un prix nommé en l'honneur du psychiatre qui a été le pionnier des tests génétiques, feu David Mrazek. Mais attendez, si la Food and Drug Administration américaine recommande certains de ces tests, pourquoi l'American Psychiatric Association s'y est-elle opposée? Pour comprendre cela, il faut faire la différence entre les tests génétiques et les panels pharmacogénétiques. Un test génétique est un test unique dont les résultats sont pertinents pour certains médicaments, ces interactions médicament-gènes que la FDA considère comme pouvant donner lieu à une action et que nous avons examiné dans un exposé précédent. Il n'y a pas de controverse à ce sujet. Un panel pharmacogénétique est cependant différent. Ces tests rassemblent des dizaines de gènes et utilisent des algorithmes exclusifs pour faire des recommandations sur presque tous les médicaments psychiatriques et pas seulement sur ceux qui peuvent être pris en compte. Le problème est qu'ils mélangent des gènes non pertinents avec des gènes pertinents et qu'ils les diluent encore plus en incluant des médicaments qui n'ont pas d'interaction exploitable. Le Dr Nemeroff a donc raison. Ces panels pharmacogénétiques ont été testés dans le cadre d'essais bien conçus, parrainés par l'industrie et portant sur des milliers de patients, et les résultats ne sont pas bons. Je viens de dire que les panels pharmacogénétiques ne fonctionnent pas. Mais si vous avez assisté à un dîner parrainé par une société de test, vous avez peut-être entendu le contraire. Pour comprendre pourquoi, il faut se rappeler que nous vivons à l'ère de la génétique et que celle-ci s'accompagne d'une bonne dose de battage médiatique qui peut fausser l'étude si elle n'a pas été réalisée correctement en aveugle. Dans les premières études sur les panels génétiques, ces panels semblaient efficaces. Les patients allaient mieux lorsque leurs antidépresseurs étaient choisis en fonction des résultats génétiques, bien mieux que le traitement habituel. Mais dans ces études, les médecins ou les patients n'étaient pas aveugles aux résultats des tests. Les patients sont enthousiastes à l'idée de prendre un médicament qui correspond à leur gène, et les médecins pourraient même faire preuve d'un peu plus d'enthousiasme s'ils prescrivent un médicament qui correspond à un panel génétique. Vers 2016, l'entreprise a commencé à aveugler les participants et les résultats n'étaient plus positifs. Aucun, y compris les essais de GeneSight Assurex, Genomics Genecept, NeuroID Genetics et Neuropharmagen. Pourtant, bon nombre de ces essais sont toujours présentés dans les brochures des entreprises comme justifiant les tests. Que se passe-t-il ici? Pour comprendre cela, nous devons en apprendre un peu plus sur les statistiques et je vous promets que ce ne sera pas trop pénible. Un essai clinique consiste à rechercher des modèles solides dans un nuage de bruit statistique. Pour faire ce genre de travail honnêtement, nous devons commencer par supposer que tout ce que nous voyons est un bruit aléatoire, puis essayer de prouver le contraire pour un seul résultat. C'est ce qu'on appelle le résultat principal, et nous identifions ce résultat primaire avant de rassembler toutes les données. C'est la bonne façon de mener un essai. La mauvaise méthode consiste à rassembler toutes les données, à examiner des dizaines de résultats, et à en trouver un qui corresponde à un modèle et semble positif, car il y a alors une forte probabilité que ces résultats secondaires soient positifs par le seul effet du hasard. C'est ce qu'on appelle la pêche aux données. Voici une analogie. Supposons que vous ayez 1000 perles colorées et que vous les agitiez dans une boîte. Le résultat est aléatoire, mais si vous les observez suffisamment longtemps, vous pourriez y voir des formes significatives, une route sinueuse, un arbre, un cercle ici et là. Je n'en ferai pas grand cas, mais si vous disiez à l'avance, je prédis que lorsque ces perles seront secouées, un cercle de perles jaunes apparaîtra près du centre. Si vos paroles se réalisaient, je serais vraiment impressionné. C'est pourquoi il est important d'énoncer le résultat principal avant d'agiter ces billes ou de mener cet essai clinique. Et ce n'est pas ce que font les brochures des entreprises. Elles sélectionnent des résultats secondaires et les placent sur la couverture des brochures pour donner l'impression que les tests sont plus efficaces qu'ils ne le sont. Mais faisons-nous l'avocat du diable et imaginons que ces résultats secondaires ne soient pas un simple signal aléatoire, qu'ils représentent vraiment la vérité sur le test. Même dans ce cas, ils ne sont pas très impressionnants. Avec les mesures secondaires de GeneSight, il faudrait tester 19 patients atteints de dépression pour en amener un à la rémission, ce qui signifie que le nombre de patients à traiter est de 19. Si l'échantillon était limité à la minorité de patients qui ont réellement des variations génétiques qui influencent leur choix de médicaments, ces chiffres s'amélioreraient légèrement. Il faut alors tester 13 patients pour en amener un à la rémission. La raison de ces chiffres décevants pourrait être liée au fait qu'ils s'appuient sur des gènes pharmacodynamiques.
Ces gènes sont censés nous indiquer comment le cerveau réagit aux médicaments, mais il existe peu de preuves que l'un d'entre eux le fasse réellement. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment cela s'est passé avec le plus célèbre des gènes pharmacodynamiques, le bras court du récepteur de la sérotonine. Un autre problème pourrait résider dans la précision de ces panels génétiques. Dans une étude où des échantillons ont été envoyés à différents laboratoires de vente directe aux consommateurs, les chercheurs ont constaté des incohérences entre les sociétés en ce qui concerne les génotypes spécifiques qu'ils ont obtenus, ainsi que les phénotypes métaboliques, c'est-à-dire s'ils pensaient qu'un patient avait un statut de métaboliseur médiocre, intermédiaire ou rapide. Les médicaments qu'elle recommande ou déconseille sont également très différents. La FDA est allée jusqu'à adresser des lettres de cessation et d'abstention à certaines de ces sociétés. Bien que les panels de génotypes puissent devenir utiles à l'avenir, le seul manque de standardisation est une raison suffisante pour les éviter. Je recommande plutôt de commander des gènes spécifiques auprès de laboratoires fiables lorsqu'ils sont indiqués. Récapitulons les points clés de cet exposé. Les premiers essais de panels pharmacogénétiques semblaient prometteurs pour la dépression, mais lorsque les patients ont été informés en aveugle de l'utilisation du test, les avantages ont perdu leur signification statistique. Cela s'explique probablement par le fait que seules quelques interactions médicaments-gènes sont cliniquement significatives et que la plupart d'entre elles concernent des effets secondaires rares tels que l'arythmie cardiaque plutôt que l'efficacité générale ou la tolérabilité.